Chers auditrices, merci d'avoir lancé cet épisode de La Case qui signe le début de la saison 2 de ce podcast. Parce que si jamais vous découvrez cette série d'interviews audio, déjà merci beaucoup d'avoir lancé l'épisode, mais sachez qu'il y a une saison 1 qui est déjà disponible avec beaucoup d'invités que j'ai eu la chance d'interviewer, notamment en fin 2019 et 2020. Bien évidemment, pour des raisons de pandémie mondiale, je n'ai pas pu vraiment continuer mon podcast dans l'année 2020, mais il y avait aussi une autre raison du fait que j'ai arrêté de faire des podcasts en 2020, c'est qu'en fait, je n'avais pas encore assez confiance en moi pour aller interviewer des gens et je me suis beaucoup remise en question pour savoir d'où ça venait. Et aujourd'hui, j'espère être en capacité d'aller interviewer des gens dont j'admire le travail et dont surtout, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils sont rentrés dans le monde du manga et comment est-ce qu'ils ont découvert cet univers et comment ils sont tombés fans de toutes ces créations. Et pour relancer ce podcast de La Case, j'avoue que j'avais envie d'inviter quelqu'un qui était très spécial à mes yeux parce que je suis vraiment tombée absolument fan de son style et je voulais vraiment l'interviewer et la rencontrer et c'est comme ça que je lui ai envoyé un DM sur Instagram et c'est ce qui nous a mené à enregistrer un épisode dans ma cuisine entre mon frigo qui fait un peu de bruit à la fin de ce podcast et ma gazinière. J'ai eu donc la chance de discuter quelques heures avec Mikanki, une artiste que j'ai découverte sur Instagram et son style m'a vraiment tout de suite plu. J'aime par exemple beaucoup les couleurs et ses compositions sur ses illustrations, mais j'aime aussi beaucoup le format BD qu'elle publie pour le compte de Matin Quel Journal de Dargo, où elle y aborde simplement beaucoup de sujets et de thématiques différentes, avec ses illustrations et ses petits textes qui sont toujours très efficaces. Mais c'est une artiste qui est aussi connue sur TikTok, car elle a fait beaucoup de vidéos explicatives sur sa méthode d'illustration et sur des conseils pour utiliser certains logiciels. Et Mikanki a aussi bien évidemment une chaîne YouTube que je trouve très originale. Et en bref, c'est une artiste qui est multi-casquette et que je suis très heureuse d'avoir eu la chance de pouvoir interviewer. Et maintenant que toutes ces précisions et la présentation de la personne interviewée est faite, je vais pouvoir vous laisser avec ce premier épisode de la saison 2 de La Case. Du coup, bonjour et bienvenue dans ce je ne sais combienième podcast de La Case, mais en tout cas ça fait très longtemps que j'avais pas tourné et enregistré, du coup ça me fait archi plaisir. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode depuis très longtemps, j'accueille Clémentine, alias Mikanki. C'est ça. Yes, j'ai bien prononcé. Qui est illustratrice et dessinatrice. Et après je vais arrêter avec les titres parce que je sais que je vais en oublier et c'est nul. Et du coup évidemment aujourd'hui on est là pour parler de manga. Et du coup évidemment la question avec laquelle je commence toujours mon podcast c'est quel a été ton manga qui t'a lancé dans ce monde, dans cet univers. Je pense que c'est comme plein de personnes, alors peut-être que je présuppose trop de choses, mais moi c'est Fruit Basket. Et C'était quand J'étais genre entre la 6ème et la 5ème il me semble. Et moi j'ai grandi du coup dans une petite ville et tout. Les mangas c'était vraiment la chose un peu bizarre que les adultes méconsidéraient. C'est le truc comment ça tu lis à l'envers, la chose si débile. C'est vrai. Et du coup moi j'ai découvert ça à la médiathèque. C'est une copine à la petite sœur qui l'a lu et qui nous a fait ah mais c'est trop bien. Et c'est vrai que la couverture est hyper attrayante, il y a des petits animaux et tout, donc ça fait un peu la passerelle entre l'enfance et l'adolescence. Et puis elles sont très colorées aussi. Elles sont très colorées, donc ça attire tout de suite l'œil. Et en fait, on a pris, je crois, la série entière qui était presque disponible. Il manquait peut-être 1 ou 2 tomes. Et comme c'était l'été, on a tout dévoré. Moi, j'allais souvent à la médiathèque avec mes sœurs et ma maman. Et du coup, on avait fait la razzia, on avait cumulé toutes nos cartes pour pouvoir prendre genre les, je sais plus, 20 tomes ou j'en sais rien. 23. Voilà, exactement. Et on a tout de suite adhéré à l'ambiance. Yes. En même temps, c'est un trop bon manga pour commencer. Mais tout à fait. L'univers. Et pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui sont assez... Bon, je pense que toutes les personnes qui écoutent le podcast sont pas du tout dans ce cas de figure-là parce qu'ils lisent sûrement des mangas. Mais les gens qui ne sont pas trop en adhésion avec l'univers graphique, je pense que c'est parce qu'ils ont peut-être plutôt grandi avec des bandes dessinées type belge, française, franco-belge. Et du coup, c'est vrai que c'est pas les mêmes types de dessins. Et c'est tout un autre univers graphique. Et déjà en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Et puis les formes des visages, mais comme moi j'avais grandi avec tous les dessins animés, j'étais quand même habituée aux grands yeux, aux petites têtes, au corps des fois presque pas disproportionné, mais au corps aux proportions vraiment différentes des nôtres, avec les longues jambes,
C'est vrai, mais après, tu vois, je pense à, par exemple, comment il s'appelle, Spirou et Fantasio ou Tintin. Mais tout à fait. Mais ils tout sont à fait. pas du tout humains Aux comme nous, proportions, quoi. Bah non mais non. grave, mais en fait je pense que c'est la différence en fait, c'est comme on a grandi avec Oui. toutes ces œuvres graphiques, quand on arrive à découvrir un autre médium, tu te dis ok, faut que je réapprenne un peu tout quoi. Puis même il y a des codes qu'on connaît pas, par exemple le nez qui saigne, des trucs comme ça, ou même le signe un peu vénère qu'il y a Oui. sur les... C'est des choses, tu les comprends parce que tu les as enregistrées quand tu les lisais, mais c'est vrai que c'est pas des choses qui sont représentées dans les bandes dessinées franco-belges, par exemple. Après, je pense que maintenant, ça a évolué, justement. Maintenant, ça a évolué. Parce que c'est tout mélangé, enfin... Et tout à fait, mais genre, c'était quoi, il y a peut-être une quinzaine d'années, du coup, maintenant. Ouais, Genre, plutôt 20, 15. ouais, attends, quand j'avais genre 11 ans, ça fait bien une quinzaine d'années que j'ai lu mon premier manga. Et du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un tout petit rayon à Leclerc, manga, il y avait heureusement, dans ma médiathèque, je sais pas pourquoi, ils avaient plein de tomes. Mais c'est trop bien, ça. Ouais, et franchement, j'ai pas eu... du coup, j'ai pris du temps avant de finir un peu toutes les séries là-bas, avant de me dire, il faut que je m'en achète. Et vu le prix que ça coûtait, et que ça coûte toujours d'ailleurs, ça coûte cher quand même, c'était vraiment top. Donc moi j'ai commencé par Fruit Basket et c'est tout de suite gros coup de cœur. Je comprends. Après, du coup, moi aussi, c'est un de mes premiers vrais mangas. C'est lequel le premier pour toi? C'est quel le premier pour moi? Il me semble que c'est... Alors, c'est une histoire abracadabrante, mais c'est Pokémon en italien. C'est vrai? C'est ça mon premier manga, parce qu'en fait, une partie de ma famille est italienne. Du coup, D'accord. j'allais en Italie tous les étés. Et j'ai découvert ça dans... C'était un espèce de magasin qui vendait un peu de tout, genre des magazines, des journaux, des trucs comme ça, et des livres aussi pour enfants. Et du coup, on avait demandé est-ce qu'on pouvait prendre ce manga-là, et on nous avait dit oui, mais c'était en italien. Et c'était le format, du coup... C'était le format comme en France, format A5, papier... tout noir et blanc, écrit en italien. Et c'est ça qu'on a découvert. Mais je savais pas que c'était un manga. Et par contre, mon premier manga où je savais que c'était un manga, c'était Naruto. D'accord. C'est un pote qui lisait ça, je crois que j'avais 6 ans ou 7 quand il me l'a montré. Et du coup, j'ai lu les 2 premiers, j'ai adoré tout de suite. Et en fait, il y avait que les 2 premiers qui étaient sortis. Et, ah ouais, donc t'as vraiment depuis tout le début, quoi. Ouais, pour Naruto, pour le coup, c'est depuis tout le début. Et du coup, j'attendais chaque tome. Tout le temps, ouais, impatiemment jusqu'à la fin. Mais surtout, c'est la fin, parce que moi j'ai jamais lu Naruto. Ah ouais, Et j'ai jamais regardé Pokémon non plus. Mais tu sais, j'adore tes vidéos, mais je connais rien, et toi tu parles de personnages de Pokémon, et je suis en mode, c'est génial, c'est très intéressant. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est très intéressant. C'est pas grave, il y en a plein qui sont comme ça. Hein. Ouais. Je reçois plein de commentaires de gens qui disent j'en ai rien à faire de Pokémon et des mangas, et pourtant j'écoute. Ça, c'est une grande qualité, ça veut dire intéresser les gens, même si les gens n'y connaissent rien du tout. Moi, ça me fait rire, je me dis... Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais, exactement, genre vous êtes complètement perdus, mais bienvenue. Déjà, c'est absurde parce que moi je t'ai connu par le podcast, pas du tout par ta chaîne YouTube. Déjà, c'était un mauvais départ, entre guillemets. Mais c'est assez drôle aussi comme truc. Exactement. Déjà, c'est fou qu'il y ait des gens qui aient découvert mon podcast aussi, ça je suis contente, parce que je pensais pas que via ce médium, je pouvais aussi gagner des nouveaux auditeurs et des gens qui découvrent mon travail. Du coup, c'était cool parce que c'est carrément différent de ce que je propose sur ma chaîne aussi. Et j'avoue que le format podcast, j'aime bien parce que ça permet de parler, d'avoir des discussions posées. Et sur YouTube, j'avais pas forcément envie de filmer des gens pendant 3 heures, puis il y a des gens qui aiment pas être filmés non plus, qui sont pas à l'aise. Ouais, et puis le podcast, c'est un moyen aussi de se confier totalement différent. Enfin, c'est pas du tout le même rapport. Quand t'es à l'image, tu dois penser au fait de pas être bizarre. Ouais, ou même de pas être en pyjama. Ou exactement. Ce genre de choses. Alors que là, juste on parle et vous savez pas à quoi on ressemble, vous savez pas qu'on est en train de tourner dans ma cuisine. Enfin, maintenant si, mais voilà. Et ouais, du coup, pour en revenir à Fruit Basket, moi je sais que ça avait été une claque parce que les premiers mangas que j'ai lus, du coup, c'était vachement axé, très entre guillemets, attention, pour les garçons. C'était vachement l'aventure, la bagarre, tout ça. Et c'était le premier manga, même carrément livre, que je lisais qui était axé pour plutôt les relations humaines et plutôt, je sais pas, genre les gens qui parlent de vraiment ce qu'ils ressentent au fond d'eux, parce que Fruit Basket, c'est vachement ça, c'est un manga qui met en avant les liens entre les gens, et le fait que de parler et de révéler les secrets de famille, et de ne pas garder tout ça au fond de soi, ça permet d'aller beaucoup mieux, et de tous se sentir plus sain et mieux dans sa vie. Et puis ça aborde beaucoup aussi d'histoires un peu sombres, et ça brasse quand même un grand nombre de thématiques qui sont pas toujours abordées dans les séries que j'ai lues quand j'étais petite, du coup en BD parce que
c'est ce que je lisais avec les romans et tout. Mais c'est vrai que c'est des thématiques qui sont pas forcément abordées, le deuil, l'harcèlement, toutes ces thématiques quand même qui sont pas toujours expliquées, je trouve, pour le public européen. Alors je me trompe peut-être, mais moi en tout cas quand j'étais petite, j'avais pas forcément ce... Enfin, dans les bandes dessinées que je lisais, c'était quoi, Marion Duval, des trucs comme ça, ou genre des trucs pour adultes, type Tintin, Spirou, enfin des trucs comme ça. Et pour le coup, j'avais pas toutes ces thématiques humaines, ces relations, ce zoom sur les relations humaines, sur l'intériorité des personnages. Et il y a un truc aussi très intéressant qu'il n'y avait pas encore dans la bande dessinée occidentale. C'est les flashbacks qu'il y a énormément dans les mangas. C'est vrai. Et je l'ai remarqué aussi, par exemple, quand tu lis Webtoon, c'est que t'as énormément, avec un code visuel très prononcé, souvent avec des cases qui sont du coup plus sombres et tout, où on retourne dans le passé d'un personnage, et t'as beaucoup ça dans... Et c'est très bien orchestré, c'est très bien amené, et tu comprends très bien que là, on arrive d'un seul coup dans le passé d'un personnage, et qui va nous expliquer comment et pourquoi il réfléchit. Et je trouve que c'est tellement important d'avoir ça quand t'es à l'adolescence et que tu comprends pas forcément toutes les relations humaines, tu comprends pas comment les gens pensent parce que t'es un peu des fois centré sur toi et moi je pense que ça m'a forcément influencé dans ma compréhension de l'autre et c'est dingue de se dire t'arrives à identifier et comprendre les gens qui t'entourent à travers un médium comme un manga qui a été peut-être écrit du coup par une personne qui est à l'autre bout du monde et qui n'a pas du tout la même vie que toi aussi. Et c'est là aussi où on se rend compte que finalement, l'intériorité des gens, on a tous universel. Ça. Oui, il y a une universalité. Et qu'effectivement, on n'a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes histoires dans la forme, mais dans le fond, on est tous pareils, on a tous des problèmes qui nous traversent et qu'on arrive tous à... Enfin, si on arrive tous à les exprimer, on peut encore mieux se comprendre. Et c'est ça que j'aime trop, du coup, dans le travail de cette autrice, qui s'appelle... Natsuki Takaya, je crois, il me semble. Et elle, chaque œuvre qu'elle a faite, pour moi, ça a vraiment été une claque à chaque fois. Parce qu'elle arrive très bien à montrer comment le passé de quelqu'un qui a été compliqué, comment ça peut t'amener à soit te détruire, soit te relever. Et exactement. Comment est-ce que quand t'arrives aussi à soutenir les gens, ils peuvent aller beaucoup mieux. Exactement. Et il y a un autre truc aussi que je trouve très intéressant dans les œuvres de fiction... même dans les dramas, mais dans les dramas c'est aussi très lié au manga je pense, donc tout ce qui est drama coréen, japonais, c'est forcément lié un peu je trouve au manga, parce que des fois c'est basé sur des mangas, c'est que t'as souvent des personnages qui au début de l'histoire sont déjà formés de manière intérieure, et il n'y a pas vraiment d'évolution sur ce plan-là, c'est les événements qui font qu'on accepte ce personnage. Et c'est totalement ça pour Tolu, elle change pas du tout du début à la fin, elle est toujours gentille, généreuse, courageuse, et à la fin en fait les gens ont perçu un peu ça et l'acceptent, et c'est plus peut-être elle qui influe sur les autres autour. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez unique de voir autrement en fait, de se dire, parce que tu vois par exemple je pensais à des films que j'ai regardés à l'adolescence, je sais pas, comme Mean Girl ou des trucs du genre, c'est pas du tout le même type de scénario. Moi j'ai fait des études de lettres, donc forcément quand j'ai une œuvre, je pense au scénario, au schéma narratif et tout, donc c'est un peu le biais cognitif, tu vois, je pense que des études qui m'ont formaté à regarder ça, mais c'est intéressant justement de voir un personnage qui n'évolue pas forcément beaucoup, et je trouve que c'est assez positif quand tu grandis aussi, de se dire il y a plein de choses en toi qui n'ont pas besoin de changer en fait, t'as pas besoin de changer pour les autres, il faut qu'on t'accepte comme tu es. C'est vrai, mais tu sais que j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que le personnage de Toru ne change pas, elle est toujours gentille, mais c'est adorable. pas que le même manga en fait. Ouais. Par exemple, dans Anna Yoridango, qui est aussi un manga que j'ai adoré, Makino, qui est du coup le personnage principal, elle vit plein de trucs horribles dans toute la série, et pourtant en fait elle garde toujours le même... Il y a des micro-changements, mais pas dans son caractère, pas dans sa manière de penser. Toutes ces bases-là, elles restent là du début à la fin, et c'est d'ailleurs ça qui va lui permettre de traverser toutes ces épreuves. C'est vrai. Et ça, c'est trop différent, je trouve, de plein d'œuvres que j'ai lues quand j'étais petite, et où t'as une évolution du personnage, et c'est ça qui est mis en avant. Et c'est aussi, là, dans les deux femmes que t'as citées de ces mangas-là, c'est aussi des femmes qui, du coup,
se laissent pas forcément dicter leur vie par les autres, c'est qu'elles choisissent leur chemin, tu vois. Et Toru, certes, elle est gentille et mignonne, mais elle se laisse pas faire non plus, tu vois. Non. Et c'est ça que j'adore dans ce perso, ou même dans Makino, clairement. Alors elle, c'est un peu genre la super... la super elle girl, est tellement stylée. Ouais. Et pour le coup, genre, quand tu découvres ça à l'adolescence et que t'as peut-être vécu toi aussi des moments un peu difficiles où t'as pu vivre l'harcèlement, des choses dans ce genre-là, c'est cool aussi de te dire, bon, on t'accepte comme t'es, et c'est les autres qui vont finir par voir un peu les qualités que tu peux avoir, parce que bah, on est tous avec des qualités, on a tous... et puis si les gens t'acceptent pas pour ce que t'es, bah tant pis en fait. Et je trouve que c'est un message quand même grave cool de se dire, j'ai pas besoin forcément de changer pour qu'on m'accepte, et ça franchement je veux le souligner, c'est vraiment les mangas qui l'ont mis en valeur et qui m'ont éduquée sur ce point-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours été énervée quand genre à l'adolescence, c'est l'exemple parfait, mon père me disait mais pourquoi tu lis ces trucs. Enfin, il y a toujours un peu la sacralité du roman, et la bande dessinée déjà il y a un peu la vraie lecture, voilà, sous-côté. Et imagine avec une œuvre dont les gens ne connaissent pas le code parce que bah il y a une méconnaissance autour de ça, et le manga ça faisait totalement partie parce qu'il y avait le format est petit, les histoires qui sont au début en apparence sont pas forcément extrêmement voilà, il y a des trucs que j'ai lus comme Yakitate Japan, c'est un manga sur un monsieur qui fait du pain. Okay. Sur plein de tomes, et c'est ça l'histoire. C'est en gros, il a des mains extrêmement chaudes, et du coup il a la température parfaite pour le pain, et il y a que les mangas pour faire des séries complètes sur une histoire aussi banale, et pourtant ils arrivent à tenir en haleine sur des séries de plusieurs dizaines de tomes. Et pour le coup, quand tu dis bah je lis ça, ou il y a un autre manga sur le Go, enfin sur et encore une fois, tu vois, tu te dis, c'est comme la série aujourd'hui sur les échecs, tu vois, tu te dis comment ils arrivent, mais c'est parce qu'en fait, ils arrivent à tirer autour plein de choses, ils font des flashbacks. Puis encore une fois, c'est centré sur le personnage, et plutôt que sur il joue au Go. Exactement. Vrai, c'est pas ça qui nous intéresse là-dedans. Exactement. Enfin, un peu, mais pas que, quoi. Et du coup, il y a plutôt ils développent des choses, des relations extérieures par rapport à cette passion. Encore une fois, des fois, c'est des passions un peu bizarres, quoi, t'es en mode... Ouais, mais des gens ont aussi le même genre de passion que toi, et t'arrives à lier des amitiés avec. Et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, et je pense que ça, c'est un truc qu'on devrait valoriser autrement, quoi. Ça apprend à s'apprécier soi-même et aimer les autres et la différence, pour moi, les mangas. Je suis assez d'accord. Bon, pas tous, hein, évidemment. Pas tous. mais dans ceux que moi j'ai lus, je remarque ça. Je pense que les shoujo sont particulièrement axés sur ça aussi. Ça doit être pour ça que j'ai bien aimé... vite les shoujo. Ouais, bah justement, tout le dialogue intérieur, ça a été inventé par les écrivaines de shoujo, qui ont décidé de faire parler leurs personnages à travers, notamment c'est représenté par des bulles qui sont carrées et qui représentent ce dialogue intérieur, et ça avant ça existait pas dans le manga, et c'est elles qui l'ont introduit parce qu'elles se sont dit bah il y a plein de trucs à faire, quoi, genre tiens, qu'est-ce que mon personnage pense à tel moment, on va mettre ça. Et ça a aussi changé le manga quand elles ont introduit cette nouvelle façon de raconter les choses, parce que c'est une nouvelle façon, parce que dans les films même, de temps en temps, on a un peu les pensées des personnages, ce qu'ils pensent, mais c'est très rapide. On n'a jamais autant d'intériorité que dans les mangas, en tout cas dans un truc graphique. Dans les romans un peu plus, mais dans les trucs graphiques... C'est intéressant de se dire peut-être aussi que la condition de la femme, elle a influé sur du coup ce genre littéraire, et sur la manière de représenter du coup les pensées, et justement le fait que ça soit pas aussi centré sur forcément une action héroïque, je trouve que ça révèle aussi des choses, et c'est extrêmement intéressant quand tu découvres ça toi en tant que lectrice française ou français ou lecteur français, et tu dis ok. Mais j'avais lu pas mal de choses aussi, de théories qui disaient que peut-être qu'une partie des autrices françaises actuelles qui dessinent ont été poussées aussi à dessiner parce qu'elles ont découvert 1000%. Que les autrices, au Japon, elles étaient capables de dessiner des trucs de fou, et pourquoi pas en France, c'était pas possible. Mais je suis sûre qu'il y a... Et quand tu regardes d'ailleurs toutes les illustratrices qui sont notamment sur Instagram, et pas que, souvent quand tu leur demandes tes inspirations, il y a toujours plus ou moins une évocation à une œuvre graphique ou un manga écrit et dessiné par une femme. C'est souvent le cas, c'est souvent ok, là moi j'ai bien aimé ça m'a trop influencé, j'ai découvert une manière de dessiner, une manière de représenter un personnage dans lequel je me suis reconnue, parce que tu te reconnais pas toujours dans des héros type je sais pas, du coup moi j'ai jamais lu Naruto, mais j'imagine Naruto
ou Conan, que moi j'ai lu pour le coup. Oui, c'est vrai que t'as une grande passion de Conan. Ouais. Que je ne comprends pas, mais... C'est vrai? Ouais, T'as jamais accroché avec Conan? Moi, je déteste les trucs policiers. Dans tous C'est vrai? les médias. Bah alors, du coup, c'est pour ça. Oui. Moi, j'ai une passion pour les trucs d'Hercule Poirot, Non. et Miss Marple, et... Mais je sais qu'il y a plein de gens comme ça, hein, mais moi, j'adhère pas du tout, mais... Si tu veux parler de ta passion de Conan, vas-y, hein, mais... Et du coup, je vais être en monologue toute seule à raconter à quel point j'ai même regardé des films de Conan? Ouais, de Conan. Parce que t'as tout un univers autour de Conan quand même assez impressionnant. Et même aujourd'hui, t'as beaucoup apparemment de films qui continuent à sortir et ils continuent à faire au box-office beaucoup d'entrées. Ouais, non mais Conan c'est une vraie institution. Mais d'ailleurs ça continue le manga il me semble, non? Oui, ça continue. Moi j'ai un peu arrêté, j'avoue, parce que j'ai l'impression que l'univers ne finit pas. Mais j'imagine que les gens savent un peu l'histoire aussi de Conan, on n'a pas besoin de revenir sur le scénario. Bah on peut quand même expliquer pour les gens qui connaissent pas du tout, parce que je pense qu'il y en a qui connaissent pas Conan. Bah, pour le coup, encore une fois, Conan, c'est un manga que j'ai découvert un peu par hasard à la médiathèque. Je le prends et t'as une grande série énorme et ça te fait un peu peur. Et comme moi, j'aimais beaucoup les trucs policiers, j'ai tout de suite accroché avec... je crois que la couverture, elle est bleue. Ouais. Et il est habillé, je crois, en détective. Ouais. Enfin, détective, du coup, en Sherlock Holmes. Ouais. Du coup, on associe ça au détective tout de suite. Mais et en fait, du coup, c'est l'histoire de Shinichi Kudo, qui est un lycéen... détective lycéen, Mitante Conan. Je pense que c'est Mitante, je crois que ça se dit Mitante. Et bah oui, mais j'ai regardé les animés et les films, donc je connais tout la gestuelle. Yes. Par cœur, voyons. Et en fait... Une vraie fan. Une vraie fan. Et d'ailleurs, il y a pas trop tout ça en France, t'as très peu genre de merchandising autour de Conan, je sais pas pourquoi. Alors quand je suis allée aux États-Unis, à New York, t'avais un stand genre Conan. Ok. Dans une librairie un peu spécialisée dans les mangas. Trop drôle quand même. Bah peut-être ça a pas hyper bien fonctionné, je sais pas. Je sais pas, ça me semblerait bizarre, mais peut-être que c'est un manga peut-être un peu plus ancien, je sais pas. Ouais, c'est carrément plus ancien. Ouais, c'est ça. Alors que ça c'est continue surtout toujours. une série qui est vraiment longue, pour le coup. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois 90 tomes, tu te dis... Ah non. c'est pas forcément envie de m'engager là-dedans. Non, c'est clair. Mais il est prolifique, cet auteur, du coup. Quand même, parce que pour écrire autant de... Bon, du coup, je raconte peut-être l'histoire. Du coup, c'est l'histoire de Shinichi Kudo, qui part à la fête foraine avec sa meilleure amie, Ran. Je sais plus son nom. Megure... Je sais plus. C'est pas très important, mais son nom de famille. Donc, ils vont partir à la fête foraine, et il y a une affaire de meurtre dans les montagnes russes. Et du coup, il résout l'affaire parce qu'il est trop fort, comme toujours. Jamais, quasiment, il ne résoudra pas d'affaire. C'est toujours le boss. Et en fait, il voit un truc bizarre qui se passe. Il suit, du coup, deux hommes en noir qui ont l'air un peu chelous. Et du coup, il aperçoit une affaire un peu de mafia. Enfin, il n'arrive pas trop à identifier pourquoi. Et en fait, il se rend pas compte, mais il s'est frappé derrière par une autre personne. Et il se réveille dans le corps d'un enfant. Et là, il se dit, merde, je crois que j'ai déconné, il y a un truc qui va pas. Et du coup, il va essayer de continuer les affaires policières en étant un enfant. Et surtout, il va essayer de reprendre sa taille normale et son âge normal. Et il doit faire attention parce qu'il se rend compte, en fait, qu'il est face à un organisme extrêmement puissant, qui est dangereux, enfin, c'est dangereux pour sa famille aussi, qui soit là. Et voilà, donc il y a beaucoup d'enquêtes, il est à la recherche de cette organisation en parallèle, et c'est extrêmement intéressant, et moi je trouve ça très accrocheur. Mais si on n'est pas fan d'enquête policière, je comprends qu'il y ait... Bah disons que moi ce qui m'intéressait c'était plus l'histoire autour justement, et voir comment est-ce qu'il allait chercher à redevenir adulte, voir aussi sa relation du coup avec Ran, sa meilleure amie, parce que bah... on se rend compte qu'ils sont plus que meilleurs potes. Voilà, il y a un peu d'affinité, on va dire. Moi, c'est ça qui m'intéressait vachement plus que les enquêtes, j'avoue. Et du coup, j'ai jamais trop continué. Mais c'est pour ça que peut-être que tu serais plus fan des films. Parce que les films, l'enquête est vraiment en fond. Et beaucoup de choses sont autour, en fait. Et du coup, c'est ça qui est grave cool. C'est les relations humaines, c'est un aperçu aussi de la culture japonaise. Des fois un voyage dans d'autres villes que Tokyo. Enfin, moi j'ai appris plein de choses aussi avec Conan, sur tout ça. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est moins, c'est ce qu'on se disait, on apprend beaucoup de choses sur la culture japonaise et peut-être des fois plus dans les shoujo que dans les shonen. C'est ça les shonen ? Ouais. C'est ça. Parce que du coup, comme on s'intéresse des fois aux vies et aux relations humaines, on a un aperçu de la nourriture. On a souvent, comme on suit des
étudiants, pas toujours, mais c'est des jeunes, des collégiens, lycéens, bah souvent, eux, il y a le rythme de leur scolarité. Ils vont en voyage scolaire, donc des fois ils voyagent dans le Japon, et t'as vraiment, du coup, un aperçu un peu de ce que peut être la vie, peut-être idéalisée, d'un collégien et lycéen, mais il y a quand même, c'est entrecoupé quand même d'éléments, je pense, bien réels sur la nourriture, les rites autour de tout ça. Bah même comment aussi est articulée l'année scolaire, parce que ça commence pas du tout en même temps que nous, et ça finit pas pareil, enfin voilà. Et du coup, moi, ça me fait penser, vu que tu parlais de manga plus de collégiens, lycéens, est-ce que t'as lu justement des histoires un peu plus matures? Bah, Nana, je pense que... Ouais. Nana, ouais. Ayazawa, bah moi je suis une grande fan de Ayazawa, mais j'ai quasiment tout lu d'elle. Ouais. Je pense que Nana c'est celui qui est le plus connu, mais franchement si vous avez bien accroché à Nana, il faut absolument que vous lisiez tous les autres. Moi j'aime tellement cette autrice aussi. Franchement, l'univers est dingue, les personnages, je trouve qu'il y a elle a réussi à amener justement une sorte de maturité et des fois des sujets extrêmement graves, et elle montre aussi un autre visage, je trouve, aussi du Japon. Ouais. Que toi quand tu lis que des shoujo, fleurs bleues et tout, elle rentre sur la drogue, la prostitution. Qu'est-ce qu'elle raconte aussi d'autre? Le viol un peu aussi. Ouais, les agressions sexuelles, le viol, toutes ces choses-là qui sont un peu accessibles. Enfin, c'est pas forcément un manga que je conseillerais à une jeune lectrice. Ouais, disons que si vous avez 10 ans, c'est non. Nana, bof. Ouais. Mais par contre, les autres... Carrément plus. Par exemple, Je ne suis pas un ange, que moi j'ai adoré. Incroyable. Pour le coup, là, c'est une série qui parle aussi de lycéens et abordée totalement différente des autres shoujo, je trouve. J'ai adoré ce manga aussi. Oh là là. Moi, déjà, sa patte graphique, c'est incroyable. Alors, elle évolue, hein, mais pour le coup, Je ne suis pas un ange, je crois, fait partie d'un des premiers, il me semble, d'un des plus vieux. Ouais. Et du coup, quand t'as lu Nana et puis découvres ça, tu te dis, waouh! Il y a une différence, mais en même temps, on sent encore bien la présence. On sentait déjà qu'elle avait un niveau de fou, enfin, genre, ce qu'elle arrive à faire, même dans Je ne suis pas un ange, même si ça fait très longtemps, c'est quand même incroyable. Et tu sens la patte graphique qui est bien présente. Et il y a un truc aussi que j'aime beaucoup avec Ayazawa, et que je pense quand tu lis toutes les séries, tu les remarques, c'est qu'elle fait des petits clins d'œil d'une série à l'autre. Et du coup, tu retrouves des personnages d'une série à l'autre. Par exemple, dans Paradise Kiss, t'as la grande sœur d'un des personnages, et si tu lis Gojinko, je crois. Ouais, Gokinjo, vie de quartier. Là, cette fois-ci, t'as accès à sa vie à elle. Et du coup, t'as pas besoin de les lire dans l'ordre, mais du coup, c'est très amusant en tant que lecteur ou lectrice. Quand tu découvres ça, t'es en mode waouh! En fait, tout se suit, il y a des petits clins d'œil. Et même ce qui est ouf, c'est que des fois, par exemple, je sais pas, ils font comment ça s'appelle? Un marché aux puces. Et d'un coup, t'as les gens de Je ne suis pas un ange qui reviennent alors qu'on est en plein milieu du manga Paradise Kiss, je crois. Ouais. Non, c'est Gojinko, je crois. Gokinjo. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce petit... donc, ça veut dire qu'elle les a pensés quand même à l'avance, parce que je crois qu'elle s'achète justement un sac dans Je ne suis pas jolie, qui est la marque. Je ne suis pas un ange. Tu vois, comme quoi... la pop culture, qui est la marque du coup Habiberry, qui est la marque du coup de la grande sœur. Ouais, là je pense que ceux qui n'ont pas lu Ayazawa sont du père. Désolée, là c'était deux fans qui causaient. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réelles concordances d'une série à l'autre. Et c'est une mangaka qui a réussi à créer plusieurs séries. C'est pas toujours le cas quand même d'avoir. Alors peut-être parce qu'elles sont assez courtes, c'est pas toujours des grandes séries. Et puis c'est surtout des séries qui se tiennent, qui sont bien quoi. Enfin genre y en a pas une que je conseille pas. Il y a peut-être la première j'essaye de les avoir, de les grappiller à droite à gauche parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Mais c'est une histoire un peu chelou d'une de ces premières avec la mère et tout. Je sais plus comment elle s'appelle. Marine Blue. Je crois Je trouve qu'elle est très étrange cette histoire. La couverture c'est genre une meuf devant la mer avec je crois. surf. Ouais, il y a que 4 tomes de ça. Tu les as lus ou pas? Ouais, je les ai aussi. Tu les as? Ouais. Là, moi, j'ai lu les 2 premiers et c'est un peu... C'est un peu chelou. C'est pas des relations incestueuses, mais t'as un truc un peu genre sur des relations entre 2 personnes de la même famille. Un peu. Ou en tout cas des gens qui ont vécu ensemble et qui sont très proches. Et ça, c'est un peu... T'es en mode... Ok. Ouais, mais après étrange. Ça, c'est son seul comme ça. Et comme c'est un de ses premiers, je me dis peut-être qu'elle faisait ses armes en tant que dessin, tout ça, histoire. Exactement, et puis peut-être elle a aussi voulu faire le contre-pied d'œuvres plus
traditionnel, je sais pas du tout. C'est vrai que Je c'est sais un pas. peu... C'est un peu une tâche dans ses œuvres, mais bon, c'est... Niveau graphique, c'est toujours au niveau, je Oui, trouve, non, mais mais c'est grave. juste niveau histoire où c'est un peu chelou. Après, la seule chose, c'est que c'est aussi un de ces seuls mangas qui se passe au bord de la mer, en été, tout ça, alors que d'habitude, c'est vachement plus dark, je trouve. En Grave. tout cas, vachement plus punk, ces dessins, en fait. Bah, et puis Nana, c'est tout à fait le cas. Hein. Ouais, Elle clairement. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je parle de Vivienne Westwood, du coup, c'est une marque qui est extrêmement... Parce qu'en fait, Ayazawa a fait des études de Le styliste. À Paris, il me semble d'ailleurs, je crois. Enfin, j'ai regardé et je crois qu'elle avait fait à Paris. Alors, je suis pas sûre à 1000%, mais en tout cas, elle a fait... Et du coup, beaucoup de ses personnages sont dans le stylisme. Donc, t'as beaucoup de séries où il y a des défilés, des créations de marques et tout, de mode. Et donc, il y a vraiment une attention qui est portée sur les vêtements de ces personnages qui sont toujours extrêmement travaillés. Et je me souviens que moi, en tant qu'adolescente et tout, j'avais trop envie de m'habiller... Mais ouais, mais par contre, ce qui est fou aussi, c'est que si jamais vous suivez TikTok et toutes les modes qu'il y a actuellement, pour moi, c'est 100% du nana. J'ai l'impression d'avoir un flashback d'il y a 15 ans, de genre... Je sais pas, j'ai l'impression de voir nana sur TikTok tellement les gens s'habillent... Bah ouais, tu sais, ils mettent des trucs à rési, des trucs fluo, des machins. C'est la mode en ce moment un peu K-pop, justement. Oui, aussi, où il y a beaucoup de chaînes qui dépassent des pantalons, de trucs qui pendouillent un peu à droite à gauche. Mais ouais, surtout, tu sais, des trucs un peu plus baggy, un peu plus... Grave. Je sais pas, moi ça me fait vraiment penser à Nana à chaque fois. Et à toute cette mode de cette époque. Et du coup, c'est assez fou de voir les gens qui s'habillent comme ça. Tu sais, ils remettent des imprimés léopards, des imprimés zèbres, des trucs comme ça. Grave, et ça, c'est carrément le style de Nana. Donc si vous aimez ce genre d'esthétique, je pense que Nana, c'est juste incroyable pour ça. Enfin, pas que, mais... ça me fait trop rire parce que des fois, quand tu cites des choses, par exemple... dans Nana, t'as l'évocation d'une chanson qui s'appelle Layla de Eric Clapton. Et en fait, l'autre fois, je l'évoque avec quelqu'un, elle me fait « Mais tu l'as découvert par rapport à Nana ?» Et j'étais en mode « Non, mais je sais que quand je l'ai vue, qu'elle était dans Nana, j'étais en mode « Waouh, trop drôle !» Et en fait, ça apprend aussi... Enfin, quand les gens sont vraiment fans d'une série comme ça, ils s'intéressent à ce qu'il y a autour. Et du coup, il y a aussi toute une évocation, toute une sorte d'admiration autour de Sid Vicious et des Sex Pistols dans Nana. De ouf. Et encore une fois, je suis sûre que ça a permis à plein de gens de s'intéresser à ça. Et moi, j'ai une période où j'étais en train de me dire « Waouh, c'est quand même quelque chose que j'avais pas découvert avant. » Alors que c'est l'Angleterre, c'est quand même super proche de chez nous. Et je sais que j'ai découvert vachement de chansons et d'univers musicaux. Donc elle à la fois dans... Même la musique, pour elle, est extrêmement importante dans ses mangas, dans ses œuvres. T'as toujours un musicien qui est là. Ouais, toujours. Et moi, du coup, ce genre de choses qui te fait apprendre plein de trucs, moi je sais aussi que ça m'a vachement intéressée aux vêtements, en fait, tout simplement, toutes ces œuvres. Parce qu'il y a tellement d'attention portée à la création de tout ça, notamment dans Paradise Kiss, qui raconte carrément l'histoire d'une lycéenne qui va en fait être propulsée dans un monde où elle va découvrir plein d'artistes, de créateurs de mode, et elle va se retrouver là-dedans, à traîner avec eux, et à découvrir tout ce monde-là. Et la passion surtout. C'est ça, la passion des artistes qui mettent toute leur âme pour faire des pièces et tout. J'avais adoré ce manga, vraiment. Et le défilé final, il est génial parce qu'il est court, donc en peu de temps, t'as toute l'histoire, c'est génial. Ouais, et pour le coup, en plus, les éditions qu'on a en France sont très jolies. Ils ont fait aussi des intégrales qui sont vraiment parfaites. Enfin, moi, je sais que j'avais adoré, et je sais aussi que je l'avais fait lire à mes frères, et que c'est un des mangas qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé, qui les a marqués, parce que, en plus de ça, c'est hyper mature, parce que, y a des relations amoureuses, mais elles sont jamais traitées de façon... Enfin, on n'a jamais un seul point de vue, dans le sens où c'est jamais tout rose ou tout noir. C'est toujours un mix des deux, genre c'est jamais une relation parfaite. Il y a jamais ça, c'est toujours il va y avoir des problèmes, il va y avoir des moments géniaux, et je sais pas, je trouve ça trop bien. Dans toutes ces séries à Ayazawa, c'est ça, hein, en vrai. Même dans Je ne suis pas un ange, c'est ça aussi, c'est les déboires, les relations qui sont pas parfaites, les amours qui ne peuvent pas des fois arriver et aboutir, et je trouve que c'est vraiment quelque chose aussi de cool à découvrir, à voir, que tout n'est pas parfait, qu'ils ne sont pas heureux, ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Moi je sais que ça m'a fait un bien fou de découvrir ces œuvres, hein, vraiment. Et puis même genre l'apothéose pour moi c'est dans Nana, où les relations sont tellement tortueuses, il y a tellement de choses qui se passent. Par contre on me parlait du fait qu'il n'y a pas encore la fin ou pas? Oui, ça mais on l'aura jamais. T'es sûre? Parce qu'en gros l'autrice est très malade. Je sais ça, mais moi j'ai toujours l'espoir, je suis sur un groupe genre Facebook où il y a l'actualité qui passe, genre à chaque fois qu'il y a un petit
petit peu une petite miette, tout le monde est en mode oui, il y a une miette. Je vais me nourrir de cette petite miette. Bah ouais, mais moi j'ai abandonné, j'avoue, parce que je suis un peu défaitiste sur ce point de vue-là, parce que ça fait trop d'années qu'on attend la fin de Nana. Mais puis je préfère que l'autrice se soigne plutôt qu'elle dessine la fin de son œuvre. Mais moi j'aimerais juste la voir, pas forcément la dessiner, j'aimerais juste savoir ce qui se passe à la fin. Bah je sais pas, moi je trouve que ça lui donne une substance encore plus magique de pas savoir ce qui se passe à la fin, parce que du coup chacun peut imaginer ce qu'il veut. Ouais, je sais. Et je sais pas, moi j'aime bien de pas savoir en fait, et de jamais savoir potentiellement, on sait pas. Peut-être on aura la fin un jour, hein, mais... C'est vrai, peut-être. Mais c'est pas le cas actuellement. Non, mais ça c'est la petite tristesse qui est le petit pincement au cœur. Ouais, clairement. Surtout que j'aurais bien voulu voir surtout d'autres œuvres de cette autrice, surtout voir ce qu'elle serait capable de raconter sur le siècle actuel. Ce serait ultra intéressant, mais bon, heureusement il y a d'autres autrices qui font ça, heureusement, et très bien. Grave. Ouais. Et du coup, à part, genre... C'est vrai que j'ai plus envie de parler des mangas qui t'ont vraiment marqué. Il y en a d'autres qui te viennent en tête, à part Conan, Nana et Fruit Basket. Du coup, bah, Hana Yori Dango, évidemment, qui est genre une institution, quand même, je pense, au Japon. En tout cas, dans le paysage du shoujo, il a marqué les esprits. Bah déjà, c'est une série longue. C'est une série très longue. Et moi, j'ai regardé tous les animés. J'ai regardé les dramas et le film. T'as lu les mangas ou pas ? Et j'ai lu les mangas l'année dernière. Mais en fait, l'animé est assez proche. Okay. Et l'univers de l'animé est très très fun. Alors je pense qu'il est très passé pour plein de personnes. Et comme moi, ça me fait penser un peu aux dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Tu vois, genre Princesse Sarah ou Le Petit Lord de Fauntleroy. Dans l'univers graphique, je crois que c'est très marqué années 80-90, il me semble. Je sais plus trop quand est-ce que lui, il est... 80, je crois. Fin des années 80. Bref, c'est pas très important. Mais du coup, l'univers me plaît. Et moi, j'ai accroché. Et le manga, du coup, je l'ai découvert. Et c'est assez proche de l'anime. Et j'ai trop kiffé. Alors, il y a des défauts, évidemment. C'est très long, donc des fois, t'as des longueurs. Mais en fait, j'aime bien le personnage principal. Ouais. Donc, Makino. Elle est très attachante, Makino. Très attachante, très puissante. Et je trouve que c'est un beau modèle. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a fait que la série a trop marché au Japon à l'époque. Aujourd'hui au cas, parce que t'as plein de dramas aujourd'hui de plein de nationalités, donc qui s'inspirent de thaïlandais, Makino de fou. Grave. Et en fait, cette histoire du coup de Hana Yori Dango a été développée dans plein de dramas coréens, thaïlandais, chinois. Ouais. Donc t'as genre, je crois, Boys Over Flower ou... Ouais. C'est ça. Je me souviens plus de tout, mais en fait en gros, c'est l'histoire qui a été traduite dans des séries, dans plein de pays. Et elle a infusé, et d'ailleurs, ce mode un peu de genre... Alors, elle a rien vraiment inventé, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même une relation assez cliché entre un homme très riche... Très riche. Très riche, qui vient d'une famille très aisée au Japon, et une jeune fille très pauvre, oui. qui doit travailler à côté de ses études, mais qui est intelligente et qui a réussi en se battant à intégrer un lycée très prestigieux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rencontrent, en effet. Et lui admire tout de suite sa force de caractère. Et ça, c'est quelque chose qui a infusé beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Et surtout aussi sa force de caractère, mais sa puissance physique aussi. Parce c'est vrai. Que et c'est vrai. Et ça, elle encore a une fois, force physique de fou. Et elle sait, franchement, le coup de pied qu'elle donne très facilement dès qu'il y a une injustice et tout ça, c'est une femme badass. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui le fait, lui, tomber amoureux, parce que je crois qu'il se prend une grosse torgnole en pleine gueule. Oui, c'est ça leur première rencontre. Interaction. Et en fait, lui, il y a un peu une sorte de complexe d'Oedipe vers sa sœur, parce que lui, il se faisait un peu marrer la figure vers sa sœur qui avait une éducation un peu à la baguette, qui l'a quasiment éduquée parce que sa mère était à droite à gauche parce qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle était femme d'affaires. Et leur père aussi. Ouais, et leur père aussi, parce que ils sont riches, donc il faut bien que l'argent vienne de quelque part. C'est ça. Et en fait, du coup, ça lui fait... et comme je pense qu'il admire beaucoup sa sœur, il se dit « Ok, cette femme est grave stylée. Et c'est par la violence, quand même, qu'ils arrivent à ce peu que lui, il tombe amoureux. C'est quand même dingue. C'est assez rare. En général, c'est pas la violence qui fait... surtout... craquer un homme. Oui, dans c'est dans les mangas. C'est ça. Même pas que dans les mangas, dans les séries, même Exactement. US ou françaises, hein, c'est généralement pas ce qu'on met en avant chez les femmes. Exactement. C'est pas la violence. C'est quelque chose qu'on dit aux femmes d'abandonner et de dire non, il faut être gentille, mignonne et douce. Grave. Alors que Makino, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est ce qui me plaisait aussi dans les mangas de Ayazawa. T'as par exemple Nana
Ozaki est extrêmement... elle a pas de problème à crier, à hurler, à être en colère. Et ça, c'est des choses de pas correspondre à la norme. C'est quand même grave cool. Et justement, c'est ce que j'avais bien aimé dans Anayori Dango. Ouais. Qui fait, encore une fois, découvrir plein de choses. Ils voyagent un peu partout. Ils ont voyagé un peu... ils sont allés à Hawaï, ils sont allés dans des petites îles du Japon. Du sud, ouais. Du sud. Et c'est grave cool aussi de voir tout ça. Après, je pense que le manga est carrément daté niveau dessin. Alors moi j'aime bien. Bah, moi j'adore, mais je sais que ça va pas plaire à plein de gens. Ça va pas, surtout les premiers tomes. Après je oui, pense que c'est amélioré. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un peu comme Fruit Basket. Fruit Basket, au début, les premiers tomes... Ouais. Waouh, c'est pas très beau, clairement. Moi j'aime bien voir l'évolution de mais dessinateur, oui, mais c'est ça. Mais par contre, comme c'est une série qui dure, parce que Fruit Basket, du coup, c'est 23 tomes, et Anayori Dango, je sais plus, genre... Je crois qu'il y en a 30 et quelques, ouais. en tout cas. Je crois qu'il y en a 38, il me semble. Ou un truc du genre. Mais je suis pas vraiment sûre. Mais du coup, l'autrice a eu le temps... Enfin, les autrices ont eu le temps de vraiment... s'améliorer, et ça se voit tellement, et c'est trop agréable à la fin quand on lit les derniers tomes. Les personnages sont magnifiques, les décors sont sublimes, enfin, on voit que déjà elles sont habituées aussi à dessiner leurs personnages, et c'est ça que j'aime trop, enfin, je trouve ça trop agréable comme sensation. Je trouve en plus que c'est positif quand t'es toi-même illustratrice ou illustrateur, de voir qu'il y a une progression, de voir que la personne n'a pas forcément dessiné parfaitement bien, et que la chose peut évoluer et qu'il n'y a pas non plus de problème autour de ça. Tu te dis, ok, j'ai le droit de pas toujours faire un truc parfait, et ça peut toujours plaire aussi. C'est ça, et puis ça se voit aussi que franchement, quand on compare les premiers tomes et les derniers, même les personnages ont carrément changé de tête, hein, parce que ils dessinent plus du tout pareil parfois. Et pourtant, on arrive quand même à reconnaître qui c'est, et qu'on comprend très bien l'histoire, ouais. et du coup, je trouve ça aussi très plaisant comme truc. Puis comme il n'y a pas de grosse rupture, parce que c'est très linéaire, parce que vu qu'elles dessinent un chapitre par semaine, forcément, leur progression est linéaire, et c'est trop agréable à suivre. Mais toi, tu l'as lu ou pas, du coup, Anayori Dango ? Ouais. Tu l'as lu aussi, ouais. En gros, moi, j'ai découvert Anayori Dango par le drama coréen, il me semble. Donc c'est lequel ? C'est Boys Over Flower ? Ouais, Boys Over Flower. Et j'avais regardé parce que j'aimais beaucoup, et j'aime toujours l'acteur Lee Min-ho. Et du coup, j'avais regardé ça pour ça, et en fait, j'avais adoré l'histoire, et après, j'avais vu que c'était un drama japonais à la base. Moi, j'avais vu le drama japonais. Et j'ai une passion pour ce drama. Ouais, je comprends. Et les chansons. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, les chansons sont faites par Arashi, et ils ont sorti leur CD là de commémoration parce qu'ils s'arrêtent d'être des chanteurs là, et ils ont sorti un énorme CD avec les compiles de leurs plus grands hits, et notamment il y avait les chansons de Hanayori Dango, et quand j'ai remis ça dans mes oreilles, j'ai tout de suite rechanté, j'étais en folie de réécouter ça. J'ai une playlist où il y a tous les trucs autour des animés et des dramas que j'ai écoutés quand j'étais ado. Et par exemple, pareil pour Nana, parce qu'il y a un animé qui est génialissime. Ah, moi j'ai pas aimé l'animé de Nana. C'est vrai ? Ouais. Pourtant, quand j'en parle à plein de gens, elles sont en mode, ouais, les chansons sont folles. Et moi, j'avais réussi à avoir le CD. Je l'avais commandé à la Fnac et tout, parce que c'était des chansons que t'arrivais pas à trouver forcément, évidemment, sur Internet. Enfin, tu pouvais les trouver sur YouTube en mauvaise qualité et tout, et j'avais réussi à avoir le CD. Et j'étais en mode, ouais, je l'ai. Et j'écoute les chansons, et parce que du coup, comme elle parle tout le temps de musique dans son manga, t'es en mode, j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble leur musique. Ouais, je sais, mais moi j'ai un problème mental avec les animés, c'est que j'ai trop du mal à... Parce que je trouve que ça retranscrit jamais le trait de l'auteur c'est vrai, pourtant je trouve que c'est bien réussi dans... Non, t'as pas aimé toi ? Ah, j'ai pas du tout aimé, parce qu'en fait, genre, je trouve que les détails d'Ayazawa dans son style et tout, mais moi c'est parce que je suis une putain de puriste, ça je le sais, et du coup j'arrive pas à me dire... Enfin, j'aime pas l'adaptation, déjà j'aime pas les voir en couleur. J'aime pas. Pour moi, ils existent en noir et blanc dans ma tête. Mais du coup, c'est heureusement que t'as commencé pour Anayori Dango par le drama et pas à l'inverse, parce que quand tu connais l'œuvre graphique, tu te dis, mais genre, tu peux pas faire les mêmes personnages, tu vois. Oui. Par exemple, Louis, et enfin, c'est ça, Louis. Ouais, oui. Et genre, il a une coiffure un peu genre type cheveux longs et tout dans le manga, et forcément, dans le drama, c'est un peu moins beau, il est un peu moins stylé quand même, parce qu'il y a toujours un univers. Puis, par exemple, Domyoji a des cheveux bouclés normalement, et c'est pas dans le drama, tu vois. Donc t'es en mode, il y a des incohérences. Ouais, dans le drama coréen, il a les cheveux bouclés. Enfin, ondulés en tout cas. Okay. Ouais, ils ont fait un effort. C'est immonde, mais en tout cas, ils ont fait un effort. C'est immonde, mais c'est un effort qu'on souligne. Mais par contre, dans le drama... après, moi, j'ai commencé par le drama japonais parce que je savais pas que c'était un manga. Mais si j'avais su que c'était un manga, j'aurais lu le manga direct. Mais j'avoue que quand j'ai lu le manga, en fait, moi, ça me dérange pas que les humains ne ressemblent pas aux persos d'animé. Enfin, aux persos de manga. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est quand l'animé
que les personnages correspondent pas au manga en question. Et je sais pas, j'ai toujours un problème à les voir en couleur. Notamment, par exemple, il y avait 2 personnages, je me souviens, dans le manga de Nana, qui dans ma tête étaient des personnages noirs. Vraiment. Et en fait, quand je les ai vus en couleur sur l'écran, ils étaient à peine, une couleur de peau à peine foncée, et en fait, j'ai pas aimé. C'est pour ça que, je crois que c'est pour ça que j'ai pas regardé l'anime de Nana. Et encore, t'as même pas vu le drama de Nana, qui est une horreur. Ah non, mais ça, j'ai même pas envie. Ah et non, mais moi, j'avais commencé parce que, tu sais, quand t'as juste... t'es au 21e tome, t'es en mode, j'en veux plus. Du coup, tu commences à ouvrir la boîte de Pandore et tu découvres qu'il y a beaucoup de choses. Et j'avais vu, je crois, c'est un drama ou c'est un film? C'est un film, ouais. Horrible. Franchement, t'as plein de personnages, ils sont tellement stylés, Yazoo et tout, enfin, c'est des personnages badass, mais quand tu les fais en personnages humains, réalistiques, Bah, t'es en c'est pas mode, possible. c'est pas possible de le faire aussi stylé qu'il est, quoi. Ren, c'est pareil, il est avec, tu mets sur un vrai humain le truc en clou et tout, t'as l'impression qu'il s'est déguisé, quoi. Ça marche pas, ces costumes. Non, clairement. Puis même les vêtements, enfin, les gens les portent jamais aussi bien qu'un dessin, quoi. C'est pas possible. Ou les coiffures, pareil, enfin, c'est improbable, je trouve. Et puis c'est vrai aussi que, pour le coup, ce qui me dérange le plus dans les dramas ou les films japonais, c'est plus le jeu d'acteur, parce qu'on n'a pas du tout le même jeu d'acteur au Japon et en France. J'ai essayé de faire voir à mon copain un drama, il était en mode, je comprends pas pourquoi il y a autant de flash sur les mains et tout. En fait, tu peux pas expliquer aux gens, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Mais après, c'est une autre culture, hein, c'est une autre façon de filmer, une autre façon de raconter, d'autres codes. Mais je sais que les dramas adaptés de manga, souvent cringe, parce qu'ils essayent de refaire les têtes de manga dans la vraie vie. Et t'es là genre, ouais non, s'il te plaît, arrête de faire ça, c'est trop horrible. Ouais. Le drama je crois que c'est un film de Conan, c'est une horreur. Parce que t'imagines bien qu'il y a des choses, tu peux pas les faire. Sinon, ça fait un peu bizarre, on a l'impression qu'il y a des... qui vont faire surprise, c'est une blague! Mais ouais, de ouf. Déjà, rien que le saignement de nez dans la vraie vie. Bah oui. Et des fois, ils essayent de le reproduire. Pourquoi ils font pas autre chose qu'un saignement de nez où t'as genre des trucs qui pissent comme ça? C'est ça. Et puis c'est toujours hyper exagéré et tout. Après, c'est une façon de faire, hein, mais t'accroches ou t'accroches pas, mais moi, je sais que c'est... Non. Et d'ailleurs, je pense aussi c'est pour ça que les adaptations en live de manga, c'est toujours le plus compliqué. Les seuls qui passent, c'est quand t'essayes d'adapter un truc qui est un peu réaliste. Genre une histoire de lycéen, ça passe en adaptation de D'ailleurs, c'est rigolo que Fruit Basket n'ait jamais été vraiment adapté. Il a été adapté en drama ou en film? Bah, je pense que les transformations animaux... ça demandait trop à l'époque de moyens. Je pense. Mais l'animé est grave cool. Bon, toi, du coup, encore une fois, t'aimes pas, mais moi, j'aime beaucoup. Et ils l'ont refait. Moi, je regardais celui, le premier, je crois qu'il date de 2001. Enfin, il est vraiment très passé. Les dessins sont vraiment pas du tout réalistes. Enfin, par rapport au manga, et j'entends. Mais par contre, moi, j'ai une petite affection pour le générique que j'adore et qu'avec ma petite sœur, on kiffait de ouf. Et qu'on chantait, enfin bref. Voilà. Et bon, c'est les petits délires que t'as quand t'es ado entre frères et sœurs. Mais par contre, de nouveau, ils viennent de sortir, là, ils sont à la saison 2, et il est grave bien fait. Ouais, il y a plein de monde qui m'en a dit du bien, mais moi, je sais que c'est pas mon kiff. Bah, au moins pour les auditeurs et ouais, carrément. Et bah, il y a les 2 versions, là. Bah, du coup, on vous conseille la deuxième. Du coup, si vous découvrez l'animé et le manga par la même occasion, faut mieux prendre le deuxième version. À part le générique, donc vous écoutez juste le générique du 1, de la première série. Mais le générique en japonais ou tu l'écoutais en français? Les 2 sont cool. Ok. Enfin, l'adaptation en français était grave posée. Enfin, moi, je regardais en français parce que je crois que sur Watt TV, j'avais pas... Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'était pas évident tout le temps d'avoir la VO à ces périodes-là. Déjà, t'as dit le mot Watt TV. C'est fantastique. J'ai eu un... Est-ce que t'as eu un flashback? Ouais, exactement. Je me suis dit genre, waouh, c'est vrai, ce lecteur, ça existait. Et tu sais, j'ai regardé et il y a plus, je crois. Non, ça existe plus, ça a été fermé. Quand on était fan de manga. C'était là où on allait, ouais. C'était là où on allait. Et même pour les films, ils étaient découpés en plusieurs parties. Ouais. En genre 5 à 6 parties. Mais ouais, je crois que parce qu'ils pouvaient pas uploader plus de je sais pas combien de minutes. Ouais, il devait y avoir une raison. Et du coup, bah, il passait par ça. Et en gros, c'était un lecteur pérave comme YouTube, mais la qualité était pas ouf. Je crois que ça allait pas au-dessus du 720p. Mais à l'époque, on s'en contentait, c'était grave du HD pour nous. Hein. À l'époque, c'était incroyable, hein, clairement. Ouais. Et on avait des sous-titres approximatifs faits par des fans. Voilà. Exactement. Donc, des fois, t'avais à la fin fait par Michel. Non, c'était des pseudos en général assez rigolos, genre Michénette X80p. Clairement. Et du coup, t'as dit la lettre X, et ça m'a fait penser à Clamps avec XXXolic, et je me demandais, vu que
t'es un peu de cette génération, vu qu'on a la même génération. Est-ce que t'es tombée dans les Clamp ou pas du tout? Alors, je les ai lus, mais j'en ai pas vraiment souvenir. Ok. Par contre, j'ai vu une exposition Clamp à Paris quand je suis arrivée, genre il y a 8 ans. Stylé. J'étais allée voir une exposition et c'était grave beau. Mais je suis pas vraiment tombée là-dedans. Moi, qu'est-ce que j'ai lu d'autre qui est grave... Parmi eux, je sais pas si tu connais. C'est pas... Mais si. C'est une très longue série, encore oui. une fois. Et ça a été adapté en drama. Peut-être, et là, je ouais. comprends que ça puisse marcher en drama, parce que l'histoire est fun. C'est l'histoire d'une jeune fille qui... va se travestir. Qui va se travestir, qui va essayer d'intégrer... Enfin, qui a réussi à intégrer un lycée pour garçons, parce que elle est totalement fan d'un perchiste. Donc un mec qui fait du saut à la perche. Hein. Donc elle le voit, elle habite aux États-Unis. Elle le voit parce que je crois que son père ou sa mère, enfin elle est d'origine, enfin ses parents sont japonais, mais ils ont déménagé aux États-Unis. Donc elle a grandi aux États-Unis. Donc elle a juste ses parents qui sont du coup japonais et le seul lien qu'elle a avec le pays, c'est ses parents. Ouais. Donc ses origines. Quoi. Exactement, ses origines. Elle parle couramment japonais évidemment. Et du coup elle voit ce perchiste. Elle en tombe éperdument amoureuse, je pense, assez pour pouvoir aller jusqu'au Japon, demander les hormones des adolescents, assez pour se travestir du coup en garçon pour pouvoir intégrer le lycée qui est spécialisé dans le sport. Donc encore une fois, on détourne la figure de la jeune fille qui du coup est pas forcément très sportive. Là, elle va quand même aller dans un univers où en plus elle est très forte, je crois, en course. Elle est très sportive et tout comme. C'est pour ça qu'elle arrive à rentrer dans ce lycée. Et encore une fois, il y a des histoires très intéressantes dans ce manga où, comme c'est une jeune fille, elle arrive quand même à se faire passer pour un jeune homme, donc elle se met des... Et ce qui est incroyable, je vais pas vraiment spoiler, mais c'est que le garçon qu'elle apprécie, ils vont être dans la même chambre ensemble. Et il va pas capter. Si, il capte dès le tome 1 que c'est une fille. Mais il y a 30 tomes où ils se diront presque que c'est jamais... Enfin, le temps quand même qu'il communique les problèmes de communication dans les mangas, on en parle. Dans la vie. Dans la vie, globalement. Mais franchement, c'est vraiment... l'équipe Rocco, c'est vraiment genre un grand... Ok, bah, du coup, moi j'ai vu le drama, et dans le drama, il sait pas que c'est une fille. C'est vrai ? Ouais. Et enfin, il apprend à la fin, tu vois, quasiment. Ah ouais, ok, bah alors dans le manga, je crois qu'il apprend dès le tome 1 ou 2. Ah, c'est intéressant ça. Peut-être que je le lirai. Et du coup, c'est genre une histoire assez fun. Oui, clairement, pour le coup, c'était... Moi, du souvenir du drama que j'ai, c'était un gros délire. Mais ça va, le drama était... Bon, il a bien vieilli, mais ça allait pour l'époque. Ça allait. Et ouais, ça par contre, t'as eu le courage de lire tous les tomes ? Bah en fait, je les avais eus, je crois, à une brocante. Ok. La personne, elle vendait tout. Trop genre bien. pour 60 €, un truc du genre, mais quand t'as 30 tomes, tu t'imagines pas l'affaire que j'étais en mode, j'ai fait l'affaire du siècle, donc je suis allée chercher genre l'argent que j'avais gagné de mon propre brocante, parce que c'est les stands où toi tu vends en tant que jeune, tu vends tous tes jouets d'enfance, et après tu regrettes parce que t'as vendu tes Lego Harry Potter, t'es en mode, j'aurais pas dû les vendre, ils sont collecteurs aujourd'hui, et du coup tu vends tout, t'as un peu d'argent, du coup tu vas aller acheter des nouveaux trucs pour encombrer encore ta chambre. Oui, le cercle vicieux. Le cercle vicieux. Et du coup, c'est ce que j'avais fait. Je crois que j'avais acheté toute la collection, donc je l'ai encore, et j'adore cette collection. Et à chaque fois que je retourne chez ma mère, je lis mes petits mangas en pointillés. C'est trop bien. Et c'est vraiment grave cool. Et du coup, là, on a vachement parlé plutôt des mangas de, on va dire, ton adolescence. Mais est-ce qu'il y a des mangas actuellement que t'as découverts et qui t'ont vraiment, genre, marqué ? Bah en fait, en gros... je lis pas trop de mangas aujourd'hui. En fait, j'ai plutôt genre relu des choses. Donc t'as le regard du coup d'une personne qui a grandi, qui n'est plus... Ce frigo. il s'est activé, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce que je veux dire, c'est quand tu redécouvres une œuvre a posteriori, ton regard change tout à fait. Et du coup, moi, c'est plutôt ce que j'ai fait. Par exemple, tout ce qui est les séries annexes de Ayazawa, je les avais pas toutes lues. Donc j'ai découvert ça, et c'est là où j'ai compris aussi l'ampleur de son œuvre. Et en fait, moi j'ai fait des études de lettres, donc pendant quasiment 5 ans, ce que je me suis tapée à lire, c'est Balzac et tout le tintouin. L'angoisse. Donc pas forcément le temps de me plonger dans des œuvres longues, qui je sais allaient beaucoup plus me plaire. Ouais, c'est vrai. C'est des auteurs un peu boring qu'on étudie à la fac, tu vois. Oui, du coup, je me suis dit, si je me fous dans un vortex... Oui. Manga, là, je suis finie. En plus que ça va vite,
Ça va très vite de Ça va replonger. très très vite. Et beaucoup de gens blaguent de ça sur TikTok, hein, le truc de genre oh, I fucked. Tout le truc, tu sais, ça passe tout le temps. Genre quand tu ouvres ton truc de genre. C'est ça, quand tu ouvres la petite boîte de des mangas, et là, hop, Les tu scans, replonges, c'est voilà. ça. Mais du coup, oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt relu des choses. Parce que je savais que je pourrais contrôler la machine. Mais surtout, t'en as un nombre défini, donc Voilà. tu sais où tu vas. Voilà. Mais ça coûte quand même assez cher. Petit conseil, allez chez Giberjeune, t'as souvent des vieux tomes moins chers. Ouais. Oh, j'ai pas parlé d'un truc que j'aimais bien. Bah, Je ouais. sais pas si tu connais, mais c'est Fushigi Yugi. De Yu Watase. Alors, le nom ne dit rien, mais raconte l'histoire. Alors, je me souviens pas de tout, mais je sais bien qu'à l'époque, j'avais trop aimé et j'écoutais ça en même temps que j'écoutais des chansons, genre Tout doucement, de Bibi. Et du coup, quand j'écoute la chanson, je repense à... Alors là, c'est un souvenir obscur. Mais attends, quoi? Alors, en fait, moi, j'écoutais souvent, je lisais en même temps que j'écoutais de la musique, souvent. Ok. Et du coup, tout c'est un... Tu sais, Un tout briquet. c'est un peu mêlé, Ouais. t'as un méli-mélo de souvenirs, et du coup, quand t'écoutes un truc, tout retombe. C'est comme si tu tirais genre un fil de ton pull et d'un seul coup, t'as tout qui part. Et du coup, à chaque fois, j'écoute cette chanson. Bon, c'est pas tout le temps parce que c'est pas une chanson que t'écoutes H24. Je connais pas du tout. Tout doucement. Ah oui, ok. Fermé pour cause. Tu vois pas? Ok, si, là je vois. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et bah, du coup, je l'écoutais, mais genre vraiment en boucle à ce Ok. moment-là. Et je lisais ce manga, donc pour moi, ils sont liés, tu vois, alors qu'il y a aucun rapport. Et du coup, c'est l'histoire d'un personnage, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des difficultés à l'école quand même. Elle travaille énormément, mais elle arrive jamais à avoir d'aussi bonnes notes que sa meilleure amie, et elle est toujours comparée plus ou moins à sa meilleure amie. Et en fait, elle va à la bibliothèque, encore une fois, pour ce qu'elle veut. Enfin, sa mère lui met la pression de ouf. C'est souvent d'ailleurs les mamans qui mettent les pressions dans les mangas. Par exemple, dans Paradis Kiss, c'est pareil, c'est rigolo aussi. Moi, ça s'explique que c'est la mère qui a le rôle du foyer et Grave. de gérer le truc, à mon avis. Non, mais tu vois, raccourci comme ça. c'est intéressant aussi de réaliser ça Oui. en grandissant. d'un point de vue sociologique, c'est intéressant. Et du coup, elle veut absolument avoir des bonnes notes, donc elle va à la bibliothèque, il est assez tard et tout, et je crois qu'elle veut prendre un ouvrage qui est à la réserve, donc elle y va avec sa meilleure amie, parce qu'elles vont travailler ensemble à la BU, enfin la bibliothèque. Et en fait, elles vont ouvrir un vieux ouvrage qui est tombé, je crois, par terre, et elles vont se retrouver propulsées dans une autre époque, dans un autre monde, parce qu'il y a un peu de magie et tout. Ça se passe plutôt genre dans une ère plus ancienne, où il y a encore un peu tout ce qui est samouraï. Ok. Et elle va du coup avoir le rôle un peu de prêtresse, parce que genre elle est arrivée et genre elle a une marque. Enfin, en gros, elle va avoir le statut un peu comme dans Narnia, tu sais, quand ils arrivent et que c'est genre... c'est les Adam et Ève, tu vois ce que je veux dire? Et bah c'est ça en fait, c'est qu'elle se retrouve propulsée dans C'est le genre truc. l'élu, quoi. C'est l'élu, elle est arrivée, et du coup elle va avoir le rôle un peu de prêtresse, et autour d'elle, ils vont aller chercher des gens pour sauver un peu le royaume ou un truc du genre. Et du coup c'est un peu de fantaisie, mêlé à quand même un univers fantastique du coup, parce qu'il y a l'ancrage dans le réel. Ah, parce qu'elle retourne quand même dans le réel. Bah, au début, je crois qu'elle va retourner assez rapidement, et après, elle va absolument vouloir revenir, et je crois que le livre va se fermer, et du coup, là, c'est problématique, parce que le monde est fermé, tu vois. Et je me souviens que j'avais vraiment accroché à l'histoire, je crois qu'il y a peut-être une vingtaine de tomes, il me semble. Et j'avais vraiment bien aimé, et je crois qu'elle avait décliné ça en plusieurs séries, avec d'autres personnages dont elle avait raconté le point de vue. Et je me souviens que j'avais trop aimé, encore une fois, un personnage qui est pas forcément celui qu'on attend, tu vois. Elle est, du coup, en général, on fait tout le temps une élève un peu studieuse. Pas toujours d'ailleurs, mais là, tu vois, elle est acharnée de travail, elle veut essayer toujours de bien faire. Je crois que c'est aussi un personnage assez glouton. Et c'est Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, tu vois, genre, tu te dis, enfin, t'as pas un personnage qui est genre sa femme, parce que t'en as beaucoup quand même dans ses œuvres un peu... à l'adolescence, t'as quand même beaucoup de personnes avec des problèmes autour de la nourriture. Ouais, bah surtout que c'est le critère de beauté important, quoi, d'être Grave. mince, que ça soit en France ou encore pire au Japon, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi un truc à souligner, c'est qu'en tant qu'ado, quand tu lis toutes ces œuvres où t'as des personnages quand même très maigres, des fois tu t'y retrouves pas physiquement. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un truc peut-être intéressant à développer, c'est que au niveau de la représentation, c'est toujours centré autour de personnages très fins,
Et t'as pas beaucoup de diversité. Alors ça s'explique aussi parce qu'au Japon, je pense que la population est très très... Après, ça s'explique aussi parce que c'est les codes actuels. Ouais, et quand ils changent, je sais qu'il y a par exemple une autrice que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, c'est l'autrice de Switch Girl, qui est un manga que j'adore. Et en fait, elle a pris énormément de risques en faisant cette série, mais ça lui a bien réussi. Parce que ça raconte en gros l'histoire d'une meuf qui switch. Elle a deux modes. Soit elle est en mode crado chez elle, dégueulasse, soit elle est en mode bombe du lycée, quoi. Et en fait, comme tout est dans les apparences, surtout quand t'es ado, elle doit jamais montrer son côté crado. Et ça va parler de tout ça, de comment elle fait pour accepter son côté crado, comment elle fait pour avoir une relation où son mec est au courant aussi de ce côté dégueu chez elle, tu vois. Et en fait, après, cette autrice, elle a voulu raconter une histoire vachement plus personnelle sur, justement, le fait d'être grosse. Et sa série n'a pas du tout marché au Japon. Et la plupart des œuvres qui parlent de personnages ronds ou gros ne fonctionnent pas, ça prend pas, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est très, très tabou encore. Et pas bien vu du tout. Mais quoi. d'ailleurs, c'est la même chose dans ce qui est drama et tout, parce que t'as beaucoup d'évocations où le personnage grossit et toute l'intrigue tourne autour du fait qu'elle va maigrir. Et devenir belle, et du coup. devenir belle, par conséquent, parce que souvent, elle est non seulement grosse, mais elle est pas attirante. Et c'est pousser le curseur à l'extrême, parce que non seulement elle se néglige, elle fait pas attention à elle mange n'importe comment, alors que tous ces paramètres-là ne sont pas du tout corrélés, non enfin, t'as pas corrélé tout ça. Non. Et en fait, t'as une sorte de méli-mélo qui font de ce personnage principal quelque chose qu'il faut changer absolument et faire rentrer dans le moule. Et ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose d'extrêmement négatif qu'il faut souligner, je pense, parce que c'est important de ne pas idéaliser une œuvre et un genre littéraire. Il y a toujours des problèmes, et ça, c'est clairement le cas. Ouais, ça, c'est clairement un gros et les relations toxiques dans les mangas. Ouais. Parce qu'il y en a. Ouais, il y en a dans les mangas, mais c'est aussi un truc qui évolue, parce que là, toutes les œuvres dont on a parlé, c'est des œuvres qui sont plutôt d'il y a 10 ans, 15 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui sort, ça évolue quand même beaucoup, il y a beaucoup plus d'autrices qui arrivent à prendre des risques, à parler de relations toxiques, et notamment, je pense à une autrice actuelle qui parle carrément de violence au travail, violence sexuelle, tout ça, et je trouve ça incroyable que ça arrive à exister, parce qu'il y a 10 ans, ça aurait pas pu être publié, mais là, actuellement, c'est publié. Il y a de plus en plus d'œuvres aussi qui parlent des problèmes LGBTQIA+, et c'est tant mieux. Et en fait, c'est aussi le truc, c'est que le manga, c'est un médium qui sort semaine par semaine dans des magazines, donc qui est forcément ancré dans son temps. Et du coup, je trouve que les mangas qui sortent actuellement sont ultra intéressants par les points de vue qu'ils abordent, et le fait qu'il y a de plus en plus quand même de diversité, malgré... parce qu'en plus, il y a de plus en plus de mangas qui sortent, donc forcément, il y a une diversité incroyable. Et du coup, ça m'offre une transition parfaite, parce que dans ce podcast, j'avais... vu que t'en as déjà écouté des épisodes, mais j'aimais bien offrir un manga à mes invités, et du coup, j'ai un manga que je voudrais t'offrir, qui est un manga... C'est un manga récent. Ah ouais. Il s'appelle BL Métamorphose. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça change des représentations classiques qu'on a, parce que ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui va rencontrer une grand-mère. Trop bien. Et en fait, ça parle de leur relation à elles toutes les deux, à leur vie de toutes les deux, et comment est-ce qu'elles vont faire pour devenir amies. Et en fait, ce qui va les lier, c'est le boys love, donc le BL. Parce que la lycéenne, elle travaille pour faire un peu de sous à côté de ses études, elle travaille dans une petite librairie. Et en fait, cette mamie, un jour, elle va dans la librairie, elle se dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter et tout. Et en fait, elle tombe sur la couverture avec deux mecs qui sont... ils sont torse nu avec des fleurs partout, en train limite de s'embrasser. La grand-mère elle a genre oh mais qu'est-ce que c'est que ça, et elle l'achète. Et en fait la lycéenne qui est au comptoir, elle est choquée parce qu'elle est là genre mais attends, mais c'est mon boys love préféré, qu'est-ce que fait cette grand-mère de 85 ans à l'acheter quoi. Et en fait de fil en aiguille elle commence à discuter, à se donner des petits tips genre ouais tu devrais lire cette série et ça, et il faudrait aller là, et en fait elles deviennent amies, elles s'échangent leurs numéros. Et tu vois que ça égaye du coup la vie de la lycéenne qui finalement n'avait personne avec qui partager cette passion, et ça égaye aussi la vie de la grand-mère qui redécouvre aussi ce que ça fait de traîner avec des lycéennes, et qu'est-ce que c'est que ce monde qu'elle avait un peu oublié parce que elle a plus personne de cet âge-là dans son entourage. Du coup voilà, je vais te chercher le premier tome du coup. Oh, c'est génial, merci beaucoup. C'est super. Et du coup ouais, c'est sorti chez Kiyun, et j'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait, notamment sur la couverture, le papier choisi et tout. Et il est mat, c'est ça ? Ouais. Il est trop beau. Il est mat, trop beau, et je sais pas, j'ai trop aimé cette série, je trouve les graphismes trop intéressants. Et je sais que pour moi, c'est vraiment un de mes petits chouchous chez Kiyun. Vraiment, j'aime
trop cette série. C'est trop joli. Et je crois que j'ai aucun de cette édition. Aucun Ouais, manga de Kiyun. cette édition. Ouais, je n'ai pas du tout. C'est vrai qu'elle est très jolie. Ouais, Elle a un peu canson. Ouais, c'est pour ça Trop beau, j'aime bien. merci. Je trouve que c'est un très joli choix pour ce manga qui est tout doux en fait, vraiment. Ouais. Et je suis un peu contente quand même que Kiyun se lance là dans ces mangas plutôt doux, parce que c'est vrai que Kiyun il faisait plutôt des trucs genre des shonen, des trucs comme ça, mais je suis contente de voir qu'ils vont vers d'autres choses. Merci beaucoup. Donc avec tout ce dont on a discuté, je suis sûre que ça va te plaire. À 100%. Déjà graphiquement et tout, et l'histoire, ça, je pense que ça va vraiment me plaire. Alors oui, le podcast s'arrête ici et je vais être obligée de continuer en voix off. Je sais que c'est assez abrupt, mais c'est parce qu'en fait l'enregistrement a malheureusement eu un souci et a bugué, et du coup je n'ai pas les dernières minutes de la fin, donc je n'ai pas la conclusion. Mais heureusement, rassurez-vous, vous n'avez absolument rien raté. Je disais juste simplement au revoir à mon invité. Et bien évidemment, je vous disais au revoir aussi à vous, et auditeurs et auditrices. Donc merci à vous vraiment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me faire des retours en commentaire si jamais vous l'écoutez sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à aller suivre mon invité Mikanki sur ses réseaux sociaux. Et si jamais vous voulez suivre l'actualité de ma chaîne principale, mais aussi les news à propos de ce podcast, je vous invite à aller suivre mon Instagram, l'appendicite, où j'y poste tout ce qu'il faut savoir à propos de mon activité sur internet. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode encore une fois, et je vous fais plein de gros bisous, et on se dit rendez-vous pour le prochain épisode.